to bring to trial Nazis or their collaborators. Ordonne l'opération Attila. Did it have any authority to demand the extradition of such people? Et son procès à Jérusalem aura néanmoins forcé l'humanité à écouter sans intermédiaires la voix brisée des survivants. Paul étouffe ses cris et le jette à l'arrière d'une voiture. Un homme terrifié, soumis, presque obséquieux. L'angle phare de la traque d'Eichmann démontre que sa survie pendant 15 ans ne devait rien au hasard, mais résultait de complicités majeures croisant la CIA, le gouvernement ouest-allemand et la route du Vatican. Après la capitulation allemande en mai 1945, Eichmann est capturé par les Américains. Il dissimule son identité sous le faux nom d'Otto Eichmann. Comprenant que les témoignages au procès de Nuremberg, notamment ceux de Hoss et de Wesselny, allaient le démasquer. Il s'évade alors d'un camp de prisonniers à Cham, début 1946. Pendant 4 ans, l'homme le plus recherché de l'Europe réussit l'exploit de s'effacer. Sous le nom d'Otto Heininger, il mène une vie d'ouvrier forestier. Il loue un petit lopin de terre dans la lande de Lunenburg pour y élever des poules. En 1950, sentant l'étau se resserrer, notamment après des recherches menées par Simon Wiesenthal en Autriche, il fait appel à la célèbre ligne des rats, ou bien Ratline. Grâce à l'aide sympathisant nazie au sein de l'Église catholique, et tout particulièrement de l'évêque autrichien Alois Udal, basé à Rome, Eichmann obtient un passeport humanitaire de la Croix-Rouge internationale délivré à Gênes au nom de Riccardo Clement. Né à Bolzano en Italie, il débarque alors à Buenos Aires le 14 juillet 1950. À Buenos Aires, puis dans la province de Tucumán, où il travaille pour la compagnie hydroélectrique Capri, il mène une vie très banale et modeste. Rejoint par sa femme Vera et ses enfants en 1952, qu'il appelle tout d'abord par l'oncle Ricardo pour préserver sa couverture. Il travaille comme simple contremaître dans l'une des usines de Mercedes-Benz et élève des lapins dans le quartier modeste de San Fernando. Plus tard, un 4e fils, Ricardo Francisco, naît en Argentine en 1955. Loin d'être un bureaucrate repenti, Eichmann se livre à Buenos Aires. Il enregistre sur bande magnétique et annote des centaines de pages d'entretien avec le journaliste nazi William Sassen. S'exprimant librement, Eichmann détruit sa future ligne de défense en affirmant « Je n'étais pas un simple destinataire d'ordre, j'étais un idéaliste ». Confronté au doute de ses compagnons fascistes sur l'ampleur du génocide, il assume tout. Il dit « Si nous avions tué 10 millions de Juifs, je dirais avec satisfaction « Bien, nous avons détruit un ennemi ». Et ainsi, à mon grand regret, ne fut pas le cas. Il compare la nature juive à une mouche, démontrant un antisémitisme fanatique intact. L'histoire officielle a longtemps laissé croire qu'Eichmann était introuvable. Or, des documents déclassifiés ont révélé que la CIA et le BND, c'est-à-dire les services secrets ouest-allemands, savaient exactement où il se cachait. Dès mars 1958, une note du BND transmise à la CIA confirmait qu'Eichmann vivait en Argentine sous l'alias de Clément ou Clement depuis 1952. Alors, la grosse question s'impose. Pourquoi les services de renseignement occidentaux l'ont-ils laissé tranquille? Le mobile de ce silence d'État résidait dans l'ombre de la guerre froide. L'Allemagne de l'Ouest, dirigée par le chancelier Konrad Adenauer, comptait d'anciens nazis à des postes clés. La figure la plus emblématique était Hans Glock, conseiller personnel d'Adenauer, qui avait toutefois co-dirigé les commentaires des lois raciales antisémites de Nuremberg de 1935. Le CIA et le BND craignaient qu'une arrestation d'Eichmann ne déclenche que des révélations fascinantes sur Glock
et d'autres cadres. Dénoncer Eichmann risquait de provoquer un scandale d'État capable de fragiliser ou d'affaiblir le gouvernement ouest-allemand. Principal rempart européen contre l'URSS, l'architecte de la solution finale a ainsi bénéficié d'une protection par omission motivée par politique géopolitique. Ignorant ces jeux de pouvoir, le Mossad finit par retrouver sa trace grâce à des informations transmises clandestinement par le procureur allemand Fritz Bauer. Alerté par un survivant juif aveugle vivant en Argentine dont la fille fréquentait le fils d'Eichmann. En mai 1960, une équipe d'élite est envoyée à Buenos Aires pour une mission ultra secrète baptisée Opération Attila. Le déroulement de la capture ressemble à un film d'action hollywoodien. Pendant des jours, les agents israéliens surveillent sa modeste maison de la rue Garibaldi, étudiant sa routine quotidienne lors de ses retours en bus de l'usine de Mercedes-Benz. Le soir du 11 mai 1960, dans la pénombre, les agents bandissent sur lui, étouffent ses cris et le jettent à l'arrière d'une voiture. Il s'ensuit un huis clos captivant. Eichmann est détenu au secret dans une villa clandestine en Argentine. Eichmann est inspecté physiquement. Les agents vérifient ses cicatrices, sa taille de chaussures et repèrent la trace du tatouage de son groupe sanguin SS sous l'aisselle. Les notes des premiers interrogatoires révèlent un homme terrifié, soumis, presque obséquieux, très éloigné du maître dont parlait la Gestapo. Il accepte de signer le document consentant à être jugé en Israël le 20 mai, fortement sédaté, habillé en steward de la compagnie aérienne israélienne. Prétextant être un membre d'équipage malade, il est exfiltré par avion vers Tel Aviv, au nez et à la barbe des douanes argentines. L'annonce de sa capture, annoncée par Ben Gourion, stupéfie le monde et déclenche une crise diplomatique à l'ONU avec l'Argentine, rapidement étouffée par le poids moral de la prise. La défense, représentée par l'avocat allemand Robert Servatius, conteste la compétence du tribunal, soulignant l'enlèvement illégal et la rétroactivité de la loi. Les juges rejettent ces arguments en s'appuyant sur le principe de la juridiction universelle. Le génocide est un crime d'une gravité telle, à l'instar de la piraterie, que n'importe quelle nation souveraine a le droit de le juger. Israël ayant de surcroît un lien direct et protecteur envers les victimes visées, le procès marque un tournant historiographique mondial. Contrairement à Nuremberg qui s'appuyait sur l'écrit, Hausner convoque près de 100 témoins oculaires. Bien que beaucoup n'aient jamais croisé Eichmann, il illustre la finalité de son travail de bureau. Les témoignages sont bouleversants. L'écrivain Yael Denur décrit Auschwitz comme la planète des cendres avant de s'effondrer en pleine audience, frappé d'une attaque. Le médecin français Georges Weller livre un récit insoutenable sur le camp de Drancy. Il raconte l'arrivée de 4000 très jeunes enfants après la rafle du Veldiv, séparés de leurs parents. Il décrit l'absence de cuillère pour la soupe brûlante, la dysenterie, les enfants qui s'échangent leurs médaillons et oublient leur propre nom, et la terreur nocturne de bambins qui réclament leur maman, avant d'être expédiés seuls dans des trains via Auschwitz par la section d'Eichmann. Confronté à ces atrocités, Eichmann, calfeutré dans sa cabine de verre blindé, maintient son personnage de fonctionnaire docile ou bien petit rouage obéissant aux ordres. Toutefois, la Cour prouve sa détermination et son zèle, notamment lors des marches de la mort hongroise, et sa volonté tenace de remplir les wagons de train coûte que coûte. Jawohl, ich lese hier, dass während des Transportes 15 Personen gestorben sind. Dazu kann ich aber nur sagen, dass für die Erfassung ja nun das Dezernat DB4 nicht verantwortlich gewesen ist. Das sind eben die örtlichen Stellen gewesen. Es geht dies ja aus den Richtlinien hervor.
Yes, on a perusal of this document, I see that in the course of the transport in question, 15 persons had died. I can only say in this respect that we were not responsible for all the details. There were local authorities which were dealing with the certain stages of the transport. I speak of people dying on the way, en route, whilst they were on the transports organized by you. Look at T381, President of Court. I remember reading this document, and I know no Polish at all, so this must have been in the Hebrew. Mr. Hausner, we prepared the translation into the German for the sake of the defense as well. Mr. Hausner, look at the children. They were removed dead from those transports. These were the transports you organized, the expediteur towards death. Dazu kann ich Folgendes sagen. Egal, ob das diese Transporte sind oder aus Ungarn, da haben wir ein Dokument hier vorliegen und das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin nicht für diese Sachen zuständig gewesen. Ich war für die Fahrplangeschichten zuständig, für die technische Angelegenheit, aber nicht diese Sachen. Bitte sehr, es liegen Dokumente hier vor von einem ähnlichen Fall der Evakuierung von Juden aus Ungarn, wo der Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD in Ungarn damit beschäftigt wurde. Il est alors déclaré coupable de l'ensemble des chefs d'accusation et condamné à mort le 15 décembre 1961. La Cour suprême israélienne rejette son appel le 28 mars 1962. Un ultime recours en grâce est adressé au président Isaac Ben Zvi. À ce moment, un intense débat agite les cercles intellectuels. Des philosophes prestigieux comme Martin Buber, Gershom Scholem et Hugo Bergman s'opposent à l'exécution. Ils ne cherchent pas à défendre Eichmann, mais redoutent qu'une exécution banale n'offre une fausse catharsis, une expiration expéditive donnant l'illusion que le meurtre de 6 millions de Juifs a pu être soldé par la mort d'un seul homme. Le président refuse la grâce dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1962. À minuit, Adolf Eichmann est donc conduit à la potence de la prison de Ramla. Il refuse qu'on lui bande les yeux. Face à son bourreau, Shalom Nagar, ses dernières paroles étaient provocatrices. Il disait « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine, j'ai obéi aux lois de la guerre et à mon drapeau ». La trappe s'ouvre, c'est la première et l'unique fois que l'État d'Israël exécute la peine capitale. Son corps est incinéré dans les heures qui suivent pour empêcher que sa sculpture ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi ou que ses cendres ne souillent le sol israélien. Une vedette de la marine disperse ses restes dans les eaux internationales de la mer Méditerranée. Eichmann a donc popularisé le terme Holocauste. Le public le décrivait comme un individu ordinaire, médiocre et incapable de penser par lui-même. Cependant, l'ouverture des archives et l'analyse complète des bandes Sassen ont prouvé que la thèse Arendt, bien que philosophiquement stimulante, s'appliquait mal à Eichmann lui-même. L'homme dans la cabine de verre n'était pas un simple bureaucrate irréfléchi. C'était un mentor hors pair qui avait méticuleusement construit ce personnage inoffensif. Les enregistrements de Buenos Aires montrent un combattant idéologique, fanatique et fier de son entreprise meurtrière. L'horreur d'Eichmann résidait justement dans la fusion glaçante entre une idéologie nazie radicale et les compétences rationnelles d'un expert en logistique moderne. Du représentant en commerce à l'organisateur industriel de la mort de millions de personnes. Cela illustre la capacité d'une bureaucratie à se muer en arme de destruction massive. Son parcours d'après-guerre révèle également les zones d'ombre cyniques de la guerre froide, où les services de renseignement comme la CIA et le BND préfèrent le silence
pour protéger leur équilibre géopolitique interne. Son enlèvement cinématographique par le Mossad et son procès à Jérusalem auront néanmoins forcé l'humanité à écouter sans intermédiaire la voix brisée des survivants, conférant définitivement un visage à la mécanique administrative du génocide.